BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Cédric. Pour le groupe Laplace et un peu de pédagogie ce matin ensemble pour distinguer déduction et réduction d'impôts. On commence par planter le décor fiscal. Un peu de sémantique, oui. La déduction, c'est la somme que l'on retire parce qu'on l'a investi ou que ça a contribué à un avantage dont on reparlera. Donc c'est la somme que l'on retire de son assiette d'impôt. Tandis que la réduction d'impôt, eh bien, ça, c'est tout en bas de la page, si je puis dire. Vous avez 10 C'est le net et le brut, quoi. Exactement. Vous avez 10 d'impôt, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 2,5, là, vous payez 7,5. Avec le crédit d'impôt, qui peut être notamment, par exemple, pour les employés à domicile, ou si vous n'êtes pas taxable grâce au crédit d'impôt, eh bien, l'État vous restitue la somme. Plutôt sympa. Donc ça, c'est la différence entre réduction, déduction et crédit d'impôt. Exactement. Petite question de sémantique intéressante. On parle beaucoup des niches fiscales. Je rappelle que ce sont des niches fiscales. Il y en a 465 en France, 465 niches fiscales, 95 milliards d'euros. Ça coûte un quart du budget de l'État net. C'est énorme. Donc tous ces avantages fiscaux, bien évidemment, sont plafonnés. Il ne s'agit pas non plus d'avoir trop d'avantages. Ils sont plafonnés à 10 000 euros. Alors vous choisissez les avantages que vous souhaitez, et puis vous n'avez pas le droit d'avoir une réduction d'impôt supérieure à 10 000 euros. Et ça veut d'ailleurs dire que quand on s'apprête à investir dans ces niches, il faut déjà faire son petit calcul pour savoir où on en est. Voilà, donc si j'ai un employé à domicile qui me permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 6 000 euros, il me reste 4 000 de disponibles. Et donc, si jamais j'ai un investissement qui est une carotte fiscale, parce qu'il s'agit bien de cela, cette carotte fiscale, il s'agit de vérifier que je puisse l'utiliser pleinement et entièrement dans mon calcul de l'impôt. Parce que c'est ça, l'idée du législateur, c'est de flécher l'épargne, de stimuler, on pourrait dire, c'est ça, tel ou tel pan de l'économie ? Exactement. Donc, c'est des stimuli. Ça vise à drainer l'épargne vers l'économie réelle. Alors, on va donner des illustrations, des exemples. Ça vise aussi à préparer sa retraite. Donc, c'est le PER. Donc, le succès du PER depuis 2019. Et puis, ça vise aussi à avoir une espèce d'équilibre. Moi, je suis toujours étonné d'entendre dire que l'employé à domicile ne devrait pas déduire, ne devrait pas avoir de réduction d'impôt. Mais enfin, dans une entreprise, les salaires qui sont versés et les cotisations qui sont versées sont déductibles et participent bien évidemment de la non-taxation, puisque ça va avant le calcul de l'IS. Alors pourquoi dans une entreprise j'aurai le droit de déduire, et pourquoi moi en particulier j'aurai pas le droit de déduire? Et j'irai même au-delà, c'est pas de réduction d'impôt qu'on devrait avoir, c'est une déduction. Donc c'est une charge, à l'instar d'une entreprise, qui permet bien évidemment, là encore, de diminuer et de favoriser l'emploi. Juste une chose, l'employé à domicile, coûte 8 milliards d'euros par an à la France, mais ça draine aussi, là encore, des emplois. Bon, donc il faut avoir tout ça en tête quand on investit. On a tout mixé. Est-ce que on peut un peu illustrer ce propos pour que chacun comprenne bien Quand on a... Parce qu'il y a une règle qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas de cumul. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si j'ai un avantage fiscal à l'entrée, à la sortie, j'aurai une taxation. Et l'inverse, si je n'ai pas de carotte fiscale à l'entrée, à la sortie, j'aurai une exonération. Deux exemples très très simples. Le PER. Le PER, je déduis les sommes que je peux mettre dans le cadre de 10% bien sûr de mon revenu et des 33 000 euros au maximum. Bon, mais je déduis ça de mon assiette d'imposition. Mais à la sortie, lorsque je partirai à la retraite, après 64 ans, je crois que c'est ça maintenant, on ne sait plus. Donc, lorsque je partirai à la retraite, là, les sommes qui ont donné droit à l'avantage fiscal initial seront réintégrées au barème progressif de l'IR. Donc, avantage à l'entrée, taxation à la sortie. L'assurance vie, plus d'avantages fiscaux à l'entrée. En revanche, à la sortie, on peut se retrouver avec une taxation qui est la plus minorée qui soit, c'est-à-dire c'est pas la flat tax à 30%, mais c'est 24,7. Donc, si j'ai un avantage fiscal à l'entrée, j'ai pas de carotte fiscale à l'entrée et réciproquement. Ça, c'est un principe qu'il faut... À la sortie, pardon. C'est finalement. Donc ça, c'est le point le plus important pour essayer d'arbitrer. Du coup, comment on... Donne un exemple ? Ouais. Vous savez que lorsqu'on investit dans des PME, j'ai un avantage fiscal de 25%, donc qui est là encore plafonné. Donc, supposons que j'investisse 10 000 euros, j'ai droit à 2 500 euros de réduction d'impôt. Donc, c'est sympa pour peu, bien évidemment, que ce soit une PME éligible et que je la conserve. Bien sûr. Mais je peux aussi acheter, donc là, j'ai gagné 7 500, mais je peux aussi acheter les titres de cette PME, ces titres non cotés, dans mon PEA PME, ou dans mon PEA même. Il ne faut pas l'oublier, le PEA, même le PEA, on peut acheter des titres non cotés. Et là, j'ai pas de carotte fiscale à l'entrée. En revanche, à la sortie, j'ai une exonération. Et génération de quoi ? Vous savez que dans la flat tax, il y a la composante 12,8 d'IR et 17,2 de prélèvements sociaux. Là, j'économise les 12,8 à la sortie. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un avantage fiscal tout de suite, aujourd'hui, 2 500 euros d'économie, dans mon exemple, ou est-ce qu'à la sortie, je vise l'exonération du PEA?
Ben là, on est là pour conseiller. Ben c'est très simple, on va faire un rapport au numérateur, j'ai mes 25, et au dénominateur, je mets 12,8. On va pas faire trop de maths. Le multiple, c'est 1,95. Si je pense faire plus de 195%, x 3, 195% de plus-value, le PEA est intéressant. Si en revanche, un investissement qui est un peu... on a des doutes, hein, et puis on préfère avoir la carotte fiscale tout de suite, ben là, je vais opter pour la réduction. Oui, parce que certains disent aussi, parce qu'on en avait parlé au moment du PER, justement, puisqu'on rappelle, on n'est pas taxé à l'entrée, mais on sera taxé à la sortie. Tout le monde disait, bah, au moins... avec les anciens produits, on savait qu'on était taxé tout de suite parce qu'on ne sait pas dans 30 ans quel sera l'état des finances publiques. Donc ça, c'est à vous de voir. Ouais. Mais il y a aussi d'autres éléments. Hein. Par exemple, dans le PEA, les dividendes sont exonérés, hein, et pas si vous les vendez en direct. Autre petit exemple pour illustrer. Le PER, j'ai une réduction d'impôt tout de suite. Je rappelle juste que plus j'ai un taux marginal d'imposition élevé, plus la déduction fiscale est intéressante versus la réduction. Je vais écraser, par hypothèse, 45% d'impôt. Mais si jamais je ne retire pas le PER, jamais il y a de reprise. Donc je peux utiliser un PER pour avoir l'avantage des 45% d'impôt d'économie à partir du moment où j'ai plus de 150 000 euros de revenus. Et puis, à la sortie, j'y touche jamais. Ça sera exonéré pour partie, dans le cas de l'article 757B par hypothèse, au profit des enfants. Autre avantage dernier, hein, et puis après j'arrête, les dons. Hein, on a vu que les dons, quand même, il y a une carotte fiscale, c'est à peu près un peu moins de 2 milliards par an, ça coûte. Bon, à l'État. Mais les dons, j'ai 75% à l'IFI et 66% à l'IR. Eh ben, j'ai peut-être privilégié les 9% de marge supplémentaire en imputant, si jamais je suis taxable à l'IFI, mes dons, pour peu que ça soit bien évidemment à des fondations, dans le cadre de l'IFI. Donc voilà, donc il y a des arbitrages. Donc ça veut dire qu'il faut faire son petit calcul à chaque fois, entre réduction, déduction, crédit, etc. et regarder à l'entrée. Et on anime tout cela de la stratégie que l'on souhaite privilégier. Benoît Lombard et le groupe La Place. Merci.